Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette web émission toute spéciale dans le cadre de la semaine de l'enseignement de l'informatique Heure de code. J'aimerais saluer les écoles qui sont des nôtres aujourd'hui. Bienvenue à ce PER en direct. Je m'appelle Marissa, je travaille au bureau des affaires francophones de l'Université Laurentienne et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette prochaine demi-heure. J'ai aussi le plaisir de vous présenter le professeur Audrey Giroir. Dr. Giroir a une feuille de route très impressionnante. Elle est professeure associée au School of Computer Science à l'Université Carleton et elle est directrice du Creative Interactions Lab où elle et son équipe font de la recherche sur les interactions homme-machine. J'en dirai pas plus long sur les recherches qui se déroulent dans son laboratoire, mais Dr. Giroir nous en parlera sous peu. Avant de lui céder la parole, j'aimerais mentionner rapidement à nos auditeurs quelques petites choses. Donc, premièrement, on va avoir une période de questions vers 14h20. Alors, n'hésitez pas de prendre des notes pendant la présentation et de préparer quelques petites questions à poser. Sachez que toutes les questions posées à Dr. Giroir sont des bonnes questions. Elle est là pour les répondre, alors profitez-en. Comment faire pour poser la question virtuellement? C'est simple. Vous avez l'option Converser en bas de l'écran. Donc, une section chat ou clavardage va s'ouvrir et vous pouvez écrire votre question à l'aide du clavier. Il est important de sélectionner l'option Tout le monde avant d'envoyer votre message pour que toutes les classes qui participent au PER puissent voir votre question et pas seulement Dr. Giroir et moi. Donc, sans plus tarder, je cède maintenant la parole à Dr. Audrey Giroir. Bonjour! Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis Audrey Giroir, donc je suis à l'Université de Carleton, puis je suis professeure en technologie de l'information. Puis les technologies de l'information, c'est tout ce qui a trait avec comment on interagit avec les appareils électroniques aujourd'hui. Puis c'est vraiment ça ma spécialité, c'est les interactions homme-machine. Ça veut dire que je réfléchis à la meilleure manière qu'on peut parler à nos ordinateurs, à nos tablettes, ça peut être à nos télévisions aussi, à nos téléphones. Puis ça veut dire la manière qui est la plus rapide, on va être vite à taper par exemple, mais c'est aussi la manière qui nous donne le plus de plaisir, de satisfaction, qui nous rend le plus engagés dans l'application qu'on est en train de faire. Ça veut dire, je réfléchis à des manières qu'on peut designer, qu'on peut concevoir ce à quoi les applications ont l'air. Si je prends par exemple un jeu, bien, tu peux avoir le même principe de jeu, puis il y en a qui visuellement, ça t'attire, tu veux rentrer dans le jeu, tu sais quoi faire, les boutons sont clairs. Il y a plein de types de personnes qui utilisent un jeu, il y en a qui savent lire, puis il y en a qui apprennent à lire. Peut-être il y en a parmi vous aujourd'hui qui sont en première année, par exemple, ben, vous n'êtes pas encore parfait à lire toutes les notes sont marquées sur les boutons. Mais s'il y a des couleurs de boutons qui sont claires en disant vert, c'est bien, on continue, rouge, on arrête, peut-être des icônes qui sont claires en disant par ici, ça va rentrer ça va ouvrir la porte si tu es dans un jeu, ou ça va fermer la fenêtre. Tu vas comprendre comment faire sans avoir besoin de trop d'explications. C'est vraiment ça sur quoi je travaille. Mais plus spécifiquement, moi, j'essaie d'imaginer les technologies du futur. Pas les technologies qu'on utilise aujourd'hui, mais les technologies qu'on utilise dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est très difficile d'imaginer ça parce que des fois, on est capable de se dire, imaginez les ordinateurs d'il y a 30 ans. Ça, c'est il y a très longtemps. Bien, on avait les ordinateurs, des gros ordinateurs avec des gros écrans qui étaient sur les tables. Et là, il y a des chercheurs qui se sont dit, oui, mais qu'est-ce qui arrive si on était capable de les faire plus petits? Puis là, on va pouvoir les transporter. Comment est-ce qu'on va interagir avec? Où est-ce qu'on va les utiliser? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Moi, c'est ça que j'imagine, mais pour dans le futur. Moi, je me dis, dans le futur, on va avoir des écrans qui vont être super petits, super minces et flexibles. Fait que maintenant, on va avoir des écrans que tu vas pouvoir regarder, lire ton journal, lire ton livre, regarder ton émission de télévision, mais tu vas pouvoir le mettre dans ta poche, puis ça va être confortable. Ou peut-être que même l'écran, il va être sur ton chandail. Ben là, qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que tu fais pour interagir avec ton chandail? Si je touche mon chandail, bien, c'est mou. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je vais pouvoir interagir avec ça? Puis moi, c'est ça que je me pose comme question. Moi, je me dis,
quand on va avoir un appareil électronique qui va être déformable, que je vais pouvoir changer la forme, mais comment est-ce que je vais pouvoir lui parler? Est-ce que je vais lui parler avec de vive voix? Est-ce que je vais pouvoir toucher? C'est ça que j'essaie d'imaginer avec mes étudiants. C'est vraiment le fun. Fait que je vais vous montrer un exemple, puis je vais vous parler des différentes étapes que je fais pour arriver jusqu'à ça. Ce que je vais vous montrer ici, c'est un petit exemple avec moi. Ça, c'est une manette de jeu vidéo. On appelle ça Bentroller. C'est un contrôleur de jeu vidéo déformable. Là, vous voyez, j'ai des boutons, et on peut peser dessus. C'est comme des boutons normaux, mais regardez, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux plier ma manette de jeu vidéo, puis je peux la twister aussi. Vous voyez? Fait que ça, c'est une nouvelle manière d'interagir. Avec les jeux, d'habitude, on ne peut pas plier les jeux. Hein? On ne peut pas plier pour interagir avec nos bonhommes dans les jeux. Fait que ça, avec quoi on pourrait faire ça, par exemple, c'est si tu joues à Mario, ben, tu pourrais faire ça pour faire sauter Mario, pour le faire avancer. Ou peut-être que tu fais ça pour changer l'angle de tourner un morceau de casse-tête. Ou si tu joues à comme quelque chose qui a pour lancer un objet, comme dans Angry Birds, on peut faire ça, puis whoop, ça fait comme si on lançait cet objet-là. C'est vraiment excitant. Mais pour fabriquer ça, il a fallu se dire, on a commencé par réfléchir à, OK, si je veux jouer à un jeu vidéo, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à faire? Bien là, on s'est dit qu'on pourrait, c'est ça, plier, puis on pourrait twister notre jeu vidéo. Mais plus que ça, il y a différents appareils. Ici, on a une boîte. Celle-là, elle est dure. Quand je peux c'est rigide. Mais ici, c'est mou. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas commencé avec ça qui est comme nos produits plus final. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé avec ça ici. Fait que ça, c'est... En fait, je vais le casser en deux. On a commencé avec un petit morceau de foam. Ça, c'est juste du matériel qu'on trouve dans n'importe quel magasin à $1 ou dans un endroit pour faire du bricolage. Puis là, on s'est dit, parce que quelle forme ça devrait être? Fait que là, tu vois, celui-là, il est petit. Puis ici, on a mis plusieurs couches. Fait que là, ça fait que c'est dur. Puis le milieu, on peut le plier. On s'est dit, hey, est-ce que c'est confortable? Puis le problème, c'est que c'est trop petit. Fait qu'on en a refait le même, mais plus grand. Puis là, on s'est dit, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que mes mains vont bien autour? Puis, on a demandé à plusieurs personnes qu'est-ce qu'ils en pensaient. Parce que ce qui est vraiment important, c'est de se dire que ce qu'on conceptualise, ce qu'on design, c'est pas juste pour nous. C'est pour vous, c'est pour vos parents, c'est pour vos amis, c'est pour peut-être les grands-parents. Il y a plein de genres de personnes qui vont utiliser ça. Fait que c'est important de ne pas juste se dire « Ah, ben moi, j'ai la réponse ». Il faut demander à plusieurs personnes qu'est-ce qu'ils en pensent. Fait qu'on a fait ça, puis là, on s'est dit « OK, là, je pense la bonne grandeur ». Fait qu'on a fait une autre version encore, la même grandeur, mais cette fois-ci, on a juste mis du foam avec des collants d'une autre couleur. Puis là, on a essayé de trouver où mettre les boutons. Quelle grandeur de boutons. Puis où est-ce que ça va être confortable. Puis vous voyez, dans cette version-ci, j'ai des petits boutons ici. Bien, ces petits boutons-là, ils n'ont pas survécu à la version suivante parce qu'on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas super intéressants. Puis c'était pas confortable. Puis là, après ça, là, on a fait la version... on s'est mis à penser à... OK, on a des boutons, on a quelque chose qui bouge dans le milieu, bien là, il va falloir mettre un petit peu d'électronique. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi construit, on a fait les côtés qui sont noirs ici, on les a imprimés en 3D. Donc, moi, j'ai une imprimante spéciale dans mon lab. C'est une imprimante, on appelle ça l'imprimante parce que ça fait un peu la même chose que l'imprimante qui imprime un dessin que vous voulez faire ou une histoire ou des papiers importants de vos parents. Mais au lieu d'imprimer de l'encre sur du papier, ce que ça fait, c'est que ça imprime du plastique. Ça prend du plastique, ça le chauffe, ça le fait fondre. Puis là, c'est très précis, puis ça dépose un petit peu de plastique, des petits morceaux de plastique. Puis ça fait des couches, puis plus tu fais des couches, tu fais plusieurs couches, bien, ça te fait un objet en 3 dimensions. Je vais vous montrer un objet vraiment cool que mon étudiant a imprimé. Regardez, il a imprimé moi. Il a pris une photo de moi en 3 dimensions, puis il a fait plusieurs couches comme ça. Puis là, l'ordinateur, il savait les couches devaient être quelle grandeur. Fait qu'il a imprimé un petit Audrey, puis on a mis des petites lunettes dessus pour faire comme moi. Mais ce qu'on a fait imprimer, on a fait imprimer aussi des boîtes. Ça, c'est des boîtes.
J'en ai un comme ça, puis j'en ai un autre en dessous. Puis, comme ça, quand on met les deux morceaux ensemble, ça faisait la boîte pour faire la manette sur le côté. Puis, on en a fait deux comme ça, un à gauche et un à droite. Puis, ce qu'on a ensuite réfléchi à faire, c'est de mettre un peu des pièces électroniques dans la boîte. Parce que je veux savoir, quand tu pèses sur le bouton, mais je veux que le bouton, ça mène à ce que Mario, il avance plus vite ou qu'il mange ramasse un sou, par exemple. Fait que là, on a des petits morceaux d'électronique où est-ce qu'il y a des senseurs qui sont capables de détecter quand je pèse dessus, il dit « Ah, moi, je sais que tu as pesé sur un bouton. » Puis ce qu'il y a ici, de ce qui est vraiment spécial, ça s'appelle un senseur de flexion. Je vais vous en montrer un autre. Ici. On voit pas très bien, il est un peu mince. Mais ça, c'est un senseur qui le sait quand je le plie comme ça ou quand je le plie dans l'autre sens. Puis il me donne différents chiffres. Puis s'il me dit 5, ben, je sais que 5, ça plie d'un côté. Puis s'il me dit 10, ben, je sais que 10, ça plie de l'autre côté. Fait que ça, je suis capable de dire « Ah, tu es en train de plier son appareil. » Ça, c'est vraiment utile. Fait que ce qu'on a, c'est que j'en ai deux, des senseurs comme ça, tu vois. J'en ai un qui va de ce côté-là, puis un qui va de ce côté-là. Puis ce que je fais, c'est que par-dessus, je vais juste mettre un autre morceau de foam par-dessus, de plastique comme nous. Puis avec ça, je vais être capable de dire « Ah, elle plie les côtés. » Fait que ça veut dire qu'elle est en train de plier son contrôleur. Donc, ça va dire à Mario « Saute ». Fait qu'une fois qu'on a fait ça, on a un appareil qui ressemble à ça. Fait que ici, c'est dur. Ici, c'est mou, c'est le même fond. Fait qu'en dessous, à l'intérieur, ici, il y a les boutons. Puis ici, on le voit un petit peu sortir par ici, mais en gros, où est-ce qu'il y a mes doigts? J'ai mes deux senseurs de flexion qui sont là. Fait que si je le plie comme ça, mes senseurs, ils disent « Ah, tu plies par en bas. » Si je le plie comme ça, mes senseurs, ils disent « Ah, tu plies par en haut. » Puis quand je le fais comme ça, il y en a un qui dit « Tu plies par en haut », puis l'autre qui dit « Tu plies par en bas. » Fait que je sais que ça fait un twist, que ça le fait sur le côté. Fait que tous ces appareils-là, tous ces senseurs-là envoient des petits signaux. Ils envoient qui dit « Ah, je plie par là. Ah, je plie par là. » Puis là, on écrit un petit morceau de code. Ça, c'est du code, c'est des instructions de la programmation. Puis c'est vraiment comme une recette qu'on dit. Puis là, la recette, on dit, quand tu fais un gâteau, tu dis « Bon, j'ai besoin de tels ingrédients. » Tu le fais comme ça. Puis peut-être que ton gâteau, il dit mets tel ingrédient, mets la farine avec le lait et brasse. Si ton mélange est bien brassé, alors mets-le dans ton moule à gâteau. C'est la même affaire. Ce qu'on fait, c'est que j'attends d'avoir de l'information d'un bouton ou d'un de mes senseurs de flexion. Puis si les deux senseurs de flexion ils disent qui disent qu'ils sont en train de se faire plier par en bas, ben fais sauter Mario. Si les deux senseurs de flexion ils disent « Oh, moi, je suis en train de plier par en haut », bien peut-être que Mario, il devient plus petit, puis pour passer en dessous d'un objet. Puis ça dit, s'il y en a un qui dit par en haut, puis l'autre par en bas, bien, il va faire un autre mouvement. Donc, c'est vraiment une question c'est une question d'instruction. Tu écris une recette en disant, OK, si tu as tel ingrédient puis tel ingrédient, qu'est-ce que je suis supposée faire avec ça? Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a imaginé ces recettes-là, ce code-là, pour plusieurs jeux différents. Parce que c'est le fun de jouer à Mario, mais peut-être qu'il y a d'autres jeux auxquels on pourrait jouer. Puis, on a essayé de réfléchir aussi à comment est-ce que ça devrait influencer le jeu. Parce que là, je vous ai donné des exemples où quand je plie, Mario il saute ou Mario il devient petit. Mais qu'est-ce qui arriverait? Peut-être que plier, ça devrait faire que Mario court plus vite, ou que Mario il est en train de manger un champignon, ou que Mario il s'en va dans un tunnel. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Fait que là, il faut qu'on réfléchisse à c'est quoi la meilleure manière. Fait que ce que j'ai fait avec mes étudiants, c'est qu'on a fait une séance parce qu'on a eu plein d'idées. On met toutes les idées ensemble. Puis ce qui est le fun, c'est quand tu demandes à plusieurs personnes différentes c'est quoi les idées, parce que moi, j'ai des idées qui sont différentes de tes idées, de ton ami a des idées. Et ça, c'est vraiment le fun quand tu as plusieurs personnes qui viennent, puis là, tu dis « Ah, ça me fait penser à ça », puis là, tu écris toutes les idées. Il y en a des meilleures que d'autres, mais toutes les idées sont bonnes. Là, après ça, tu te dis « Ah, celle-là était vraiment bonne ». Puis on a pris les 2-3 meilleures idées de qu'est-ce que ça devrait faire quand je plie dans le jeu. Puis on a demandé à plein de monde qu'est-ce qu'ils en pensaient. Fait qu'on a donné notre jeu à
20 personnes, si je me souviens bien. Des personnes là, qu'on ne connaissait pas. C'est important de demander à des gens qui ne savent pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Vraiment, ça pourrait être que je l'ai demandé à des amis, je l'ai demandé à des gens que j'ai rencontrés dans un café. Quand je vais à la bibliothèque, j'ai dit « Est-ce que tu pourrais m'aider? Puis est-ce que tu serais intéressé à tester mon jeu? » Puis là, je leur ai donné mon contrôleur, puis le jeu, puis là, ils ont joué pendant plusieurs minutes avec une des manières d'envoyer les signaux. Puis là, ensuite, j'ai posé quelques questions, puis là, j'ai donné l'autre manière d'envoyer les signaux. Fait est-ce que peut-être que ça fait que je saute par rapport à... dans une version, plier, ça voulait dire sauter, puis dans l'autre version, plier, ça veut dire courir plus vite. Puis là, je leur ai demandé, lequel est-ce que vous aimez mieux? Lequel est-ce que vous pensiez qu'il allait arriver? Je leur ai demandé aussi, lequel est-ce qu'il allait le plus vite? Est-ce que tu as fait plus d'erreurs? Est-ce que c'était plus frustrant? Des fois, on est fâché parce que notre ordinateur ne fait pas exactement ce qu'on voulait. Ben, c'est ça qu'on pose comme question. On veut pas que les gens soient fâchés. Puis à la fin, on s'est dit, ah non, ce que les gens ils préfèrent, c'est quand Mario il saute, ils n'aiment pas ça quand Mario il va plus vite. Fait que c'est ça. On appelle ça faire une expérience. Une expérience, c'est essayer de tester quelque chose. C'est de tester qu'est-ce qui est mieux, la version A ou la version B. Puis c'est pas toi qui décides, tu demandes à d'autres personnes, une expérience utilisateur, puis à la fin, tu dis, ah ben il y a 20 personnes qui ont testé mon jeu, puis il y en a 15 qui ont vraiment aimé mieux la version A, donc ça veut dire que ça, c'est la meilleure des deux. Puis là, tu peux continuer à faire d'autres. Là, tu peux tester avec d'autres jeux, par exemple, ou avec une meilleure version du contrôleur. Puis c'est ça qu'on a fait. Parce que ça, c'était la version du contrôleur avec laquelle on a fait les jeux. Vous voyez, la version que je vous ai montrée au début, c'est pas la même. Parce qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qui était bien de ça, mais qu'est-ce qui pourrait être mieux? Bien, on a changé la grandeur des boîtes. On a fait que les coins étaient ronds, parce que ça faisait mal, des fois, d'utiliser celui-là. Puis, au lieu du foam qui est dans le milieu ici, ce qu'on a fait ici, c'est qu'avec ma nouvelle imprimante 3D, j'ai eu un nouveau filament. Parce que il y a plein de sortes de plastiques que tu peux imprimer. C'est le fun. La majorité des plastiques, ils sont durs. Hein? C'est des plastiques qui font ta bouteille d'eau, par exemple, ou des plastiques qui font des boîtes. Mais maintenant, il y a des filaments de plastique qui sont mous, qui sont flexibles. On en a utilisé, puis on s'est bien amusé à essayer de voir quel morceau allait mieux. Fait que ce qu'on a fait, c'est que ça, c'est un morceau de plastique qu'on a imprimé, mais regardez, c'est un morceau de plastique qui ne brise pas, c'est un morceau de plastique qui est flexible. Fait que ça, c'est vraiment le fun. S'amuser aussi, là, on a maintenant des morceaux de plastique qui sont capables de conduire l'électricité. Fait que ça peut devenir des fils. Fait qu'au lieu d'utiliser un fil que j'achète, puis tu as le fil électrique, ben, je peux imprimer mon propre fil électrique. Ça, c'est vraiment le fun. On peut faire plein de nouvelles affaires avec ça. Fait que dans mon laboratoire, on s'amuse à avoir plein d'idées, à se dire, OK, mais si on a quelque chose qui peut... Si on a des appareils électroniques, si notre téléphone, il va être un téléphone flexible plus tard, ben, comment est-ce qu'on devrait l'utiliser? Puis ben, ça nous a amené à réfléchir à si j'ai un contrôleur de jeux vidéo flexible, ben, il va ressembler à quoi? Puis est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que les gens aiment ça? Fait qu'on se pose tout le temps des questions. On construit plein de sortes de prototypes. Puis on les essaye. Puis ça ne marche pas, c'est pas grave. On en fait un nouveau qui est un petit peu différent, peut-être qui va être meilleur. On demande à plein de gens différents qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce que tu ne veux pas faire quelque chose qui marche juste pour toi. C'est le fun quand ça marche pour plusieurs personnes. Et on a fait du codage aussi. On a écrit des petits programmes pour être capable de donner des instructions pour que mes senseurs ils envoient un signal à l'ordinateur qui va dire « Ah oui, si j'ai tel et tel signal, alors ça va faire telle chose dans mon appareil, dans mon jeu. » Puis, encore une fois, j'ai demandé à plein de monde qu'est-ce qu'ils en pensaient, parce que ça, c'est vraiment important. Il faut toujours avoir l'opinion des gens. C'est un petit peu ça qu'on fait dans mon laboratoire. C'est ça qu'on fait quand on fait la recherche en interaction homme-machine. Puis, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de répondre puis de vous donner plus d'informations. Bon, ben, merci beaucoup, Dr. Giroir. C'était très intéressant. Ça me donne le goût d'aller construire ma propre manette de jeu vidéo maintenant. Donc là, la période de questions est maintenant ouverte à ceux qui veulent poser des questions et en savoir plus. Un rappel que vous pouvez poser votre question dans la section clavardage au bas de l'écran.
et assurez-vous de cliquer l'option d'envoyer le message à tout le monde pour que tout le monde puisse voir vos questions. Donc, je vais lancer le bal avec une question que j'ai déjà reçue. Donc, Dr. Giroir, en moyenne, comment souvent est-ce que vous devez retravailler un même prototype pour arriver à la version finale? Oh, c'est une bonne question. Vraiment souvent. On réussit pas du premier coup. On a des bonnes idées, puis mes étudiants travaillent fort, puis c'est quelque chose qui en ont fait plusieurs. Ils ont étudié fort pour être là où ils sont maintenant. Mais c'est rare qu'on fait un dessin, puis qu'on a le dessin parfait du premier coup. Bien, c'est la même chose dans nos prototypes. On a des bonnes idées, mais il faut les retravailler. Fait que là, je vous ai montré, j'ai montré 1, 2, 3, 4, 5 prototypes. Ben, avant de faire celui-là, mon étudiant il s'appelle Payton, c'est lui qui a fait ça. Ces boîtes-là, il en dû en faire 20. J'en ai, regardez. J'en ai une boîte là, avec plusieurs, là, puis ça, là, c'est même pas le quart des le quart des prototypes. On en fait plein, on essaye, on fait beaucoup d'essais-erreurs. Puis c'est comme ça en science. En science, on n'a pas la réponse du premier coup, on fait beaucoup de tests, on fait beaucoup d'essais-erreurs avant d'arriver à la meilleure idée. Parfait, merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous. C'est clair que vous avez la chance d'utiliser plusieurs outils et technologies dans votre laboratoire. Vous avez parlé de votre imprimante 3D. Est-ce qu'il y a un outil ou une technologie que vous préférez, puis à quoi sert-il? Un outil, une technologie. Bien, j'utilise mon ordinateur beaucoup parce qu'on en a besoin, évidemment, pour écrire, pour faire la programmation. On fait aussi beaucoup de dessins, puis on planifie comment est-ce que nos objets vont avoir l'air. Avant de pouvoir faire une impression 3D, il faut qu'on dessine cet objet-là dans un programme de modélisation. Il faut qu'on fasse un modèle de ça a l'air de quoi sur l'ordinateur. Je dirais que c'est mon ordinateur que j'utilise le plus. Par ailleurs, j'aime beaucoup mon imprimante 3D. J'ai aussi ça s'appelle un laser cutter. C'est un appareil pour couper. Puis ça, on s'amuse aussi beaucoup à l'utiliser dans nos processus de création. Oui, je sais pas. Je pense que je dirais que c'est nos appareils qu'on utilise le plus, mais je pense que dans les derniers mois, on s'est beaucoup amusé avec notre imprimante 3D. C'est ça. Oui. Voilà. Ça a l'air le fun. Une dernière question pour vous. Oui. Est-ce que vous avez des suggestions pour les jeunes élèves qui sont intéressés par l'invention de nouveaux produits électroniques? Oui. Il y a beaucoup de programmes pour faire ce genre d'outils-là. Puis je sais qu'il y en a beaucoup à Gatineau puis à Ottawa où moi je suis, mais je sais qu'il y en a beaucoup dans d'autres villes aussi. Ce qui est intéressant aussi dans ce que je fais, moi, il y a beaucoup de ces appareils-là qui sont disponibles dans des laboratoires de fabrication. On appelle ça des fois des Maker Labs. Puis il y en a beaucoup dans les bibliothèques maintenant. De plus en plus de bibliothèques de la ville, par exemple, vont avoir une imprimante 3D, vont avoir quelques outils pour faire ça. Fait que peut-être que ça pourrait être une bonne chose d'aller voir si vos bibliothèques ont ce genre d'appareil-là. Sinon, tu peux faire beaucoup de choses sur papier. Prends des matériels de fabrication, construis-toi ton propre appareil, ton propre mini-ordinateur, juste avec des matériaux de bricolage. Moi, mes appareils comme ça, c'est comme ça que je commence à faire. Puis tu peux quand même faire beaucoup de travail. Puis pour le tester, tu peux juste voir si tu peux prétendre. On fait beaucoup de jeux de prétendre. Qu'est-ce que tu penserais de ça si ça marcherait? Ben, c'est une bonne manière de commencer. Il y a plein de programmes aussi. Cette semaine, c'est l'heure du code. Parce que c'est une semaine pour apprendre à programmer, bien, il y a plein de trucs en ligne, des vidéos YouTube, des petits modules sur qu'est-ce que c'est programmer, qu'est-ce que ça voudrait dire. Donc, je vous encourage à regarder parce qu'il y a beaucoup de ressources intéressantes pour faire ça. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais vous remercier, professeur Giroir, de votre belle présentation et d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous aussi, chers auditeurs, de votre participation. Bonne journée.